Merci d'écouter RFM, il est midi, voici le grand journal. Babacar Fall. À la une, Farba Senghor, l'ancien ministre convoqué par un juge d'instruction, audition prévue à 15h. Les crises dans les secteurs de l'éducation et de la santé, le gouvernement signe des accords avec les syndicats. Aliou Sall, le frère du président de la République, il est le nouveau patron de l'APR dans le département de Guédiawaye. Élection hier soir, le dossier du jour, dossier politique, le débat sur la suppression ou pas du poste de Premier ministre, dossier de Binta Diallo à suivre. La météo, le retour de la fraîcheur, on fait le point dans un instant. Les services météo affirment que la chaleur d'il y a quelques jours, c'était une parenthèse. Le grand journal, les titres de l'actualité internationale, Sornana Tambay. Au menu, la mise sur pied du G5 du Sahel, une instance qui a vu le jour hier à Nouakchott. 5 chefs d'État en sont les fondateurs. C'est pour coordonner leur politique de développement et de sécurité. Au Nigeria, Boko Haram poursuit sa croisade meurtrière. Une centaine de villageois tués et des commerces pillés. Nous ferons également un tour, Babacar, en Côte d'Ivoire et en Centrafrique. Rendez-vous dans un quart d'heure à suivre le journal des sports de Malal Junior Diagne. Élimination des équipes donc de la Coupe d'Afrique tant en Ligue des Champions qu'en Coupe CAF. Moussa Ndaw, ancien international, tire à boulet rouge sur la Ligue professionnelle et dénonce les manières dont on prépare les équipes pour aller en Afrique. Date FIFA Sénégal-Mali du mois de mars prochain. La Fédération sénégalaise de football fin prête. Nous parlerons de volleyball également avec les Lions du Sénégal qui croisent en ce moment même la Tunisie pour la deuxième sortie à Nairobi au Kenya. La rubrique point de vue, la question du jour, comment analyser les critiques du camp présidentiel contre les conclusions des travaux de la Commission nationale des réformes des institutions, le débat midi 30. RFM midi. RFM midi. Babacar Fall. Et d'abord la gendarmerie qui se saisit de l'affaire du concert à l'UGB. Hier soir, l'université Gaston Berger de Saint-Louis à l'occasion d'un spectacle clash entre les rappeurs Nit Doff et Cannabis qui se sont même bagarrés sur scène. Affrontement et puis le véhicule d'un des rappeurs fauche un étudiant qui se trouve en ce moment à l'hôpital avec 3 fractures. Nous retrouvons à Saint-Louis notre correspondant Mohamed Tabissila. L'étudiant Muntaga Sall est toujours à l'hôpital régional de Saint-Louis et il souffre de 3 fractures, selon El Hadja, le secrétaire général de la commission sociale. Il y a eu la blessure de cet étudiant. On devra se concerter avec sa famille et également au niveau de nos autorités, le directeur du CRUS et le recteur, pour voir savoir quelle sera la suite à donner par rapport à cette situation. Tout est parti du concert de rentrée organisé par la commission sociale pour souhaiter la bienvenue au nouveau bachelier. Cannabis est monté sur scène pour faire sa prestation qui devrait être suivie de Nidoff. Mais avant qu'il ne puisse terminer, Nidoff s'est invité sur la scène à l'insu des forces de sécurité pour pousser ce dernier vers le public. Ensuite, les fans de ce dernier se sont sentis offusqués et se sont mis à jeter des pierres. Par la suite, Nidoff il a pris la fuite. Son chauffeur, en voulant sauver sa voiture des pierres, a heurté un étudiant qui s'est retrouvé avec 3 fractures au niveau du bassin. El Hadja nous donne des nouvelles des 2 rappeurs qui restent introuvables. Cannabis il est rentré à Dakar. Nidoff il est à Saint-Louis et il est prêt à se mettre à la disposition de la justice. La brigade de gendarmerie territoriale a pris l'affaire en main. D'ailleurs, les membres de la commission sociale sont convoqués pour les besoins de l'enquête. RFM Saint-Louis. Mohamed Nabissila. Affaire à suivre. Une autre affaire, celle de la femme tombée hier du 2e étage d'un immeuble à Pikine, au quartier Gazelle, après une dispute avec son mari. Eh bien, le mari, selon notre correspondant en banlieue de Dakar, le mari se trouve toujours en garde à vue à la police de Pikine et sa femme toujours à l'hôpital. Les enquêtes sur de présumés détournements de deniers publics par d'anciennes personnalités du régime Abdoulaye Wade. Cet après-midi, à 15h, Farba Senghor, cet ancien ministre, est convoqué par un juge d'instruction. Audition au palais de justice de Dakar. Que reproche-t-on à Farba Senghor? S'agit-il réellement de la traque des supposés biens mal acquis?
Nous avons essayé de savoir. Ibrahima Benjamin Diagne. Après plusieurs ennuis judiciaires, l'ancien ministre de l'Agriculture récolte une convocation du juge d'instruction. Farba Senghor, jusque-là, n'a pas été inquiété, même s'il est poursuivi pour plusieurs délits. Le secrétaire général à la propagande du Parti démocratique sénégalais était d'abord impliqué dans les casses des locaux de l'AS. Il n'y a jamais eu de suite dans cette affaire, malgré les plusieurs plaintes et réactions. L'instruction de ce dossier n'a pas trop évolué. L'ancien ministre de l'Agriculture, qui a participé au lancement du plan REVA, pourrait être également entendu sur ce dossier. Les audits de 2008 ont épinglé la gestion de ce programme dont l'instruction est en cours. Farba Senghor a également des ennuis judiciaires depuis 2007. Il a été condamné à payer l'artiste Souleymane Diouf la somme de 30 millions de francs CFA pour avoir utilisé sa cassette dans le cadre de la propagande de son parti lors de la présidentielle de 2007. Cette décision du tribunal n'est jamais appliquée. RFM. Midi 5, merci d'écouter le grand journal sur RFM. C'était hier soir, tard dans la soirée donc, l'élection d'Aliou Sall à la tête de la coordination départementale de l'Alliance pour la République à Guédiawaye. Aliou Sall, le frère du président de la République, très contesté dans cette ville, il a quand même obtenu 45 des 50 voix qui ont participé au suffrage. Le scrutin organisé par le comité électoral de l'APR dans ce département. La première réaction d'Aliou Sall recueillie par Salif Sow. Je voudrais saisir cette occasion pour lancer un appel à l'ensemble de nos militants dans le département de Guédiawaye pour leur demander de se mobiliser comme un seul homme, je voulais dire comme une seule femme, pour véritablement se mettre à la disposition du parti, à la disposition de M. le Président de la République en vue d'engager et de gagner la bataille électorale à venir. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour lancer un appel en tant que coordinateur départemental à nos alliés de Macky 2012 et de la coalition Benno Bokk Yakaar pour leur dire que l'orientation qui a été décidée par M. le Président de la République, patron de notre parti, est de tout mettre en œuvre pour pouvoir aller à ces élections avec la coalition Benno Bokk Yakaar. Compte tenu de ce fait, nous nous mettons immédiatement à la disposition de nos partenaires de Benno Bokk Yakaar et de Macky 2012 en vue d'engager des discussions sur les principes et les mécanismes devant aboutir à la confection de nos listes. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à changer de coordonnateur à seulement quelques mois des locales? Il faut dire qu'en réalité, ce n'est pas simplement le coordonnateur qui a changé. Mais nous avons profité de cette occasion aussi pour mettre en place réellement une structure électorale départementale. Ce qui n'existait pas auparavant. Effectivement, le coordonnateur lui-même a souhaité, n'est-ce pas, pouvoir s'occuper d'autres choses, tout en continuant à être extrêmement actif, que M. Djibi Ndiaye, en l'occurrence, a fourni des efforts considérables pour le succès du parti. En reconnaissance de son engagement, en toute unanimité, l'Assemblée générale d'aujourd'hui l'a consacré président d'honneur de ce comité électoral. Pourquoi le débat revient toujours? Débat sur le poste de Premier ministre. Faut-il le supprimer? Oui ou non? Même dans le camp du président Macky Sall, on pose la question. Hier, sur RFM, dans l'émission Le Grand Jury, Moustapha Diakhaté, le président du groupe Benno Bokk Yakaar à l'Assemblée nationale, a dit sa préférence pour plutôt un poste de vice-président de la République. Alors, sous Macky Sall, le Premier ministre va-t-il disparaître? Le dossier politique est préparé par Binta Diallo. C'est parce qu'il veut un régime présidentiel fort que Moustapha Diakhaté est favorable à la suppression du poste de Premier ministre. Pour le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, il faut que le chef de l'État soit le seul maître à bord. Ce que nous avons aujourd'hui au Sénégal est un héritage de 58 en France ne me semble pas opérationnel dans le cadre de notre pays. Pour ce qui est du poste spécifiquement de la suppression du Premier ministre, je crois que ce n'est pas un poste pour le moment pertinent pour notre pays, en raison surtout du quinquennat et de la limitation des mandats du président de la République à 2. Je crois qu'à partir de ce moment, une fois qu'on a élu un président de la République, notamment jeune, il doit, de mon point de vue, être le seul maître à bord au niveau de l'exécutif. Le Réumi de Idrissa Seck est contre la suppression du poste de Premier ministre. Le débat est soulevé juste pour un règlement de compte politique, soutient Oumar Sarr, chargé de la vie parlementaire à Réumi. Et quand on parle de politique, on parle de conjoncture, c'est-à-dire de situation actuelle. Il ne s'agit pas, de mon point de vue, d'une question qui se règle. On ne doit pas utiliser, disons, la technicité de nos institutions pour régler des problèmes politiques. Ce que je veux dire par là, c'est que si, au niveau du pouvoir actuel, ils sentent une sorte de dualité ou une sorte d'incompatibilité entre le président de la République et son Premier ministre, il n'y a pas lieu de le régler avec des moyens politiques,
Parce qu'au plan institutionnel, moi je ne vois aucun problème qu'il y ait un président de la République et à côté de lui. La Ligue sénégalaise des droits de l'homme trouve ce débat impertinent, une question éminemment politique qui devrait se faire par la voie de la concertation, a dit Alassane Seck de la LSDH. Supprimer ce poste renvoie à une autre situation, à une autre armature. Et nous souhaitons écouter et entendre les partis qui souhaitent la suppression pour que ces partis-là puissent justifier la pertinence de la suppression. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un débat qui, à mon avis, n'est pas forcément pertinent dans le contexte actuel. Nous sommes dans une situation beaucoup plus compliquée dans ces pays-là. C'est vrai qu'il y a de temps en temps des tentatives ou des tentations de conflit entre le président et son premier ministre, mais pour autant, je pense que ce n'est pas une raison pour un cas ponctuel ou un cas particulier de supprimer le poste en général. Le poste de premier ministre a été pour la première fois supprimé en 1963 avant d'être rétabli en 1970. C'est entre 1983 et 1991 qu'il a été encore une fois supprimé. Le Sénégal a connu de 1960 à nos jours 14 premiers ministres. À suivre toujours en politique, le débat du jour dans la rubrique Point de vue vers 12h30. Le débat sur la grosse contestation de la part de membres de la coalition au pouvoir, notamment de l'APR, le parti du président Macky Sall, contestation contre les conclusions des travaux de la commission Amadou Mokhtar Mbow, commission nationale de réforme des institutions. 12h11. RFM 94.0, la radio en puissance. Les mouvements d'humeur dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Côté santé, peut-être la fin. Ce matin, signature d'un protocole d'accord entre le gouvernement et les syndicats de la santé. Cérémonie au siège du ministère de la fonction publique. La même chose va-t-elle se passer dans l'éducation? On verra. En tout cas, ce soir, nouvelle séance de négociation, plutôt une rencontre entre le gouvernement et les syndicats de l'enseignement. Disons, une signature d'un protocole d'accord est attendue. Au lendemain de l'effondrement d'une partie d'un immeuble sur l'avenue Blaise Diagne à Dakar, ambiance de deuil ce matin. Un homme âgé, vous le savez, est mort dans ce drame. Reportage sur place. Le voisinage exige toujours la démolition de l'immeuble. Reportage de Mantouré. Un Sénégalais d'origine libanaise arrive sur les lieux. Il demande des explications. On dirait le propriétaire de l'immeuble. Les voisins le reconnaissent et confirment Thierno Diop. Il est venu aux nouvelles. J'ai entendu parler de ça. Et voilà, on est venu présenter. Mais est-il réellement le propriétaire ou pas? Acculé de questions, il lâche de but en blanc. Je ne suis pas le propriétaire du bâtiment, je suis venu présenter des condoléances. Avec ce vent fort, l'immeuble vacille dangereusement. 1 à 2 ans de cela, maire, préfet et autres autorités étaient venus sur les lieux. Et depuis lors, ni vu, ni connu, jusqu'à ce qu'il y ait mort d'homme. Une raison suffisante pour vouloir barrer l'avenue Blaise Diagne si l'immeuble n'est pas détruit. Nous voulons simplement qu'on détruise ce bâtiment. Ce n'est pas sûr, nous ne voulons pas barrer la route, mais nous avons demandé depuis hier que l'on détruise ce bâtiment. C'est la mort qui rôdait et qui rôde toujours, mais tout le monde était conscient du danger. Pour preuve, en compagnie du gardien, je suis monté samedi après-midi. Je leur ai demandé de prévenir le propriétaire. J'ai également averti toutes les personnes qui vivaient dans ce bâtiment. Mais malheureusement, le vieux, lui, il n'avait pas entendu. Et puis également, il devait certainement mourir ce jour-là. Mais j'ai dit aux gars qu'il faut avertir tout le monde. Il faut que tout le monde sorte de ce bâtiment puisque la sécurité n'y est pas. Encore une fois, le voisinage refuse d'entendre l'expression « le médecin après la mort ». Une seule demande est à l'ordre du jour, la destruction immédiate de l'immeuble. Il faut surveiller ce qui se passe à Mbadat, dans ce village de la communauté rurale de Kermousso, dans la région de Thiès. Les habitants refusent d'être déplacés. Un déguerpissement est prévu parce que Mbadat se trouve sur l'emprise de l'aéroport Blaise Diagne, le nouvel aéroport en construction à Dias. Les habitants de ce village donc ont tenu une assemblée générale pour déclarer que pour les faire quitter ces terres,
là, il faudra marcher sur leurs cadavres. Cheikh Anta Diop. Le déplacement des populations de Mbadat, Katchelik et Kassohat suscite beaucoup de controverses. Ces villages seraient dans l'emprise de l'aéroport international Blaise Diagne. Certains villageois ont rejoint les sites de recasement, mais Mbadat oppose un niet catégorique. Selon les populations, pas question de quitter les terres de leurs ancêtres. Aaron Diouf, le porte-parole des populations de Mbadat. Maître Wad nous avait dit que l'aéroport Blaise Diagne sera construit sur une zone d'extension de 4000 hectares. Mais pourquoi ils veulent déplacer tous ces 4 villages? Les jeunes de Mbadat ont le cœur meurtri, disent-ils. Selon eux, les menaces fusent de partout. Mbaye John, un responsable politique de l'AFP venu s'enquérir de la situation, parle de manque d'informations. J'ai senti aujourd'hui une population meurtrie par le fait qu'elle a été laissée à elle-même. Elles n'ont pas été associées dans tout ce qui a été fait depuis le début du projet, depuis 2008. Je pense que nous les avons écoutés. Que le principal problème de ce dossier, c'est qu'il n'y a pas eu de communication. J'interpelle mon collègue PCR de la communauté rurale de Kermoussa. L'erreur que les forces de l'ordre sont en train de faire au niveau du village, l'intimidation, ça ne règle pas le problème. Augustin Tine, le ministre des Forces armées, le directeur général de l'aéroport international de Blaise Diagne, Abdoulaye Mbouch, ont fait le déplacement pour convaincre les populations de Mbadat, mais en vain. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Midi 15, le temps froid, le temps clément qui prend la place de la fraîcheur et de la poussière de ces derniers jours. La direction de la météo rassure donc, il s'agissait donc d'une chaleur passagère. Cela est dû au changement climatique. La période de froid n'est pas encore terminée. Léon Mansal de la direction de la météo sénégalaise, joint au téléphone par Ibrahima Benjamin Diagne. Comme vous l'avez dit, nous l'avons tous constaté, tous ces temps-ci, on assiste à une alternance de fraîcheur, quelquefois des jours où il fait relativement chaud. C'est normal parce que c'est la fraîcheur qui domine. Les jours où il fait frais sont beaucoup plus importants que les jours où il fait chaud. Et tout ceci, nous le plaçons dans le contexte du changement climatique parce que quand vous regardez un peu des années à 10, 15 ans, 20 ans derrière, la période de fraîcheur, quand elle s'installe carrément. Et elle suivie par la période de chaleur. Donc, ce qu'on ne remarque pas actuellement, parce qu'il y a des jours où vraiment il fait chaud comme si on était au mois d'avril ou au mois de mai. Où cette chaleur elle est passagère. Vraiment, c'est des poches de chaleur qui occupent un jour, 2 jours et puis c'est passager. Mais la dominance c'est la fraîcheur. Nous sommes en période de fraîcheur. Des menaces sur le cheptel dans la région de Louga, des maladies qui frappent le bétail, l'appel au secours du SUES, le syndicat unique des travailleurs. Le syndicat unique des éleveurs du Sénégal, au cours d'une assemblée générale tenue à Dara. Nous y reviendrons dans nos prochains rendez-vous d'information avec notre correspondant Ibrahim Khalil Sen. RFM. L'actualité internationale. Sordana Tambaye, bonjour. Bonjour Babacar. Le G5 est né des pays du Sahel ont créé cette organisation pour coordonner leurs actions. Et on entend par action des politiques de développement et de sécurité. Les chefs d'État de la Mauritanie, du Burkina Faso, du Mali, du Tchad et du Niger ont donc créé le G5 du Sahel ce dimanche à Nouakchott. Mohamed Ould Abdelaziz a été choisi pour diriger la coalition Mohamed Diop Nouakchott. Les drapeaux des 5 pays participants au sommet flottent dans la capitale Nouakchott. La sécurité a été renforcée, notamment autour de la présidence de la République et au niveau des axes qui mènent vers le palais des congrès où le sommet va s'ouvrir dans quelques heures. L'objectif de cette rencontre de haut niveau est de développer une stratégie commune visant à faire face aux défis sécuritaires, économiques et environnementaux. Les 5 pays font face à différentes menaces, le terrorisme, le narcotrafic, l'insécurité alimentaire, les inondations et autres. Récemment, 3 des 5, le Mali, la Mauritanie et le Niger, ont affiché leur volonté de se rapprocher sur le plan économique en annonçant la création d'une compagnie aérienne mixte. Mohamed Diop, Nouakchott,
RFM. Gardez votre bel accent, Mohamed Diop. La Côte d'Ivoire a précisé que ce papier de Mohamed Diop, c'était avant l'ouverture du sommet. Voilà. Très bien. La Côte d'Ivoire, les proches de Michel Gbagbo ignorent tout de lui depuis son interpellation à l'aéroport d'Abidjan. C'était vendredi dernier, alors que le fils de l'ex-président ivoirien voulait embarquer pour un vol à destination de Paris. Selon ses avocats, Michel Gbagbo est détenu à la direction de la surveillance du territoire, mais l'un d'eux n'a pas pu avoir de nouvelles en dehors de cette information fournie par le commissaire de l'aéroport. De son côté, le porte-parole du gouvernement parle d'une détention provisoire et le ministre de l'Intérieur a déclaré que Michel Gbagbo doit être présenté au procureur ce lundi. Rappelons que Michel est en liberté provisoire et il est toujours accusé de crimes durant la crise post-électorale. Au Nigeria, plusieurs villageois ont été massacrés par des hommes armés. Ce sont les éléments de Boko Haram qui sont encore pointés du doigt. Ces derniers mois, la secte islamiste s'en prend systématiquement à des villageois plus vulnérables. Ndeye Fatou Ndiaye pour les détails. 106 personnes, dont une femme âgée, ont été tuées par des agresseurs soupçonnés d'être des combattants de Boko Haram. L'attaque a eu lieu samedi dans un village à majorité chrétienne. Les assaillants vêtus d'uniformes militaires sont arrivés vers 21h30 à bord de 6 camions et pour certains en moto. Ils ont en outre pillé des commerces et des magasins de produits alimentaires. Une fois leurs boutins chargés dans des voitures appartenant aux habitants, ils ont fui dans la brousse. Depuis mai 2013, ce village dans l'état de Borno est placé sous état d'urgence par les autorités qui s'efforcent de mettre fin à la rébellion islamiste. Boko Haram se bat pour la mise sur pied d'un État islamiste dans le nord du Nigeria, dominé par les musulmans. Selon un sénateur, les attaques de Boko Haram deviennent chaque jour plus fréquentes et meurtrières. La crise en Centrafrique, l'ancien footballeur libérien George Weah, qui séjournait encore au Sénégal il y a quelques heures, il appelle tout le monde à s'impliquer. Surtout les sportifs africains de haut niveau. Par ailleurs, George Weah demande aux parties impliquées dans le conflit d'entamer des discussions sérieuses. Nous l'écoutons avec Malal Junior Diagne. Pourquoi aujourd'hui encore? Est-ce que quelque chose ne va pas? Et j'espère tous les leaders en Afrique, ils vont aller à la table pour discuter parce que c'est pas un bon image pour l'Afrique. La guerre c'est pas bon parce que si on se perd pour une génération très bonne, avec la guerre on peut pas arriver. Et j'espère qu'ils tous ils sont responsables, ils vont aller sur la table pour discuter, pour pratiquer la paix. Donc vous appelez les joueurs africains à s'unir pour la paix en Centrafrique? On peut essayer parce que moi chez moi je suis ambassadeur de la paix pour le Libéria. Je suis là pour discuter avec les gens, demander sans la paix, ne peut pas arriver. Et si beaucoup de footballeurs ou beaucoup de gens importants dans notre milieu, ils peuvent faire ça, c'est bon. Aussi, le gouvernement qui sont responsables, il faut aider ces gens qui veulent pratiquer la paix. Tous les Africains qui sont de grands noms, il faut aider. Moi, pourquoi pas, s'il y a quelque chose ici au Sénégal, toujours on va chercher de grands politiciens parce qu'ils pensent qu'ils veulent. C'est eux les ambassadeurs de la paix, mais nous, il y a beaucoup d'enfants qui écoutent, qui, quand on en parle, ils disent, bon, le grand frère il a parlé. Mais il faut utiliser ces gens pour pratiquer la paix en Afrique. Et avec le football, avec le sport, on peut passer par là pour réunir les gens, parce que quand il y a un match, il y a beaucoup de gens, même opposition, ils sont tous ensemble. Pour jouer sur ça, je crois que ça va beaucoup aider. C'était George Weah qui était à Dakar. Babacar, vous l'avez dit, reparlons du détournement d'un avion d'Ethiopian Airlines. Le pirate n'est autre que le copilote d'origine éthiopienne. L'homme âgé de 31 ans a profité de l'absence du commandant de bord pour s'enfermer dans le cockpit. Il n'était pas armé, mais il a déclaré se sentir menacé dans son pays et a demandé l'asile politique à la Suisse. Le pirate sera interrogé par la police et la justice, mais son acte est considéré comme une prise d'otage. L'appareil qui a quitté Addis Abeba devait se rendre à Rome, mais il a finalement atterri à Genève. C'était les actualités internationales. Merci, Sornon Natambay. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. La question du jour, comment analyser les critiques du camp présidentiel contre les conclusions des travaux de la Commission nationale de réforme des institutions. Rendez-vous dans quelques minutes pour le débat.
Le journal des sports, Malal Junior Diane, bonjour. Bonjour, Babacar. Très rapidement, nous parlons de Coupe d'Afrique des clubs. Les clubs sénégalais, eh bien, ils ne sont pas parvenus à passer les tours préliminaires. Ils n'ont pas tout simplement le niveau. C'est le point de vue de Moussa Ndao, l'ancien international et buteur de l'équipe nationale du Sénégal, estime que la manière dont on prépare nos joueurs ne permet pas d'aller en Afrique. Pour Moussa Ndao, il faut tout revoir de la sélection jusqu'à l'entraînement. Il est au micro des RFM. Une grosse déception parce que, quoi qu'on dise, non seulement c'était les préliminaires, on s'attendait à ce que les Djambar, au moins que ces deux équipes passent, parce que, quoi qu'on dise, je pense qu'ils développaient le meilleur football. Malheureusement, on a vu qu'on n'est pas encore prêt pour aller en Afrique, mais surtout pour jouer à la maison. Mais une équipe comme Djambar, déjà, en allant au Burkina, devait savoir que peut-être que le match se jouerait aux séries de penalty, devait avoir 5 bons tireurs. Nos joueurs n'ont pas encore le niveau africain, nos encadreurs, tous ceux qui tournent autour de ce football aussi ne savent rien de l'Afrique. Quand on reçoit à la maison, on se doit de mettre tous les atouts pour pouvoir voyager tranquillement, gagner 2 ou 3, ou marquer au moins 2 ou 3 buts. C'est ce qui se fait pas, et nos entraîneurs se plaignent tout le temps que nos attaquants ne marquent pas de but. Mais ils ne vont jamais marquer de but parce qu'ils font jamais de travail spécifique devant les buts. Quand on s'entraîne que 2 heures de temps et qu'on a 30 minutes pour communiquer, 30 minutes pour courir, il nous reste 1 heure de temps seulement pour s'entraîner. Donc nos clubs ne s'entraînent pas assez, les joueurs ne sont pas contents, ils ne sont pas dans de très bonnes dispositions. C'est vrai, il faudra revoir un peu leur organisation. Nous restons en football, mais avec l'équipe nationale du Sénégal, la date FIFA du 5 mars prochain, match amical contre le Mali. La fédération sénégalaise se dit prête pour l'organisation. Tout est OK, selon Maître Augustin Senghor, président de la fédération sénégalaise de football. Et déjà, le match se joue où? À Paris. Très bien. Dans la banlieue donc de la capitale française. Rencontre donc qui est sur le point de s'organiser. La fédération est prête avec la participation, la collaboration des fédéraux français. Maître Augustin Senghor nous fait le point. On peut considérer que tout se passe bien. Nous avons pu avoir l'autorisation nécessaire au niveau de la CAF, bien entendu de la FIFA. Pour ce qui concerne le dossier déposé au niveau de la Fédération française, on est pratiquement à la dernière étape. D'après les nouvelles que nous a rapportées l'agent qui s'occupe un peu du dossier pour la Fédération sénégalaise et la Fédération malienne, la Fédération française a pratiquement désigné les arbitres internationaux français qui doivent officier pour ce match. Mais comme nous voulons être prudents, nous attendons de tenir vraiment le document officiel d'autorisation avant de communiquer sur tout cela. Mais nous déroulons et nous pensons qu'à ce niveau-là, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Pourquoi Paris et pas une autre ville avec plus de Sénégalais? Écoutez, je pense qu'à Paris, il y a une très forte communauté sénégalaise, surtout en banlieue parisienne. Il en est de même des Maliens. Donc on ne pouvait pas trouver une ville meilleure que Paris pour accueillir ce match-là en termes de popularité. Donc maintenant, la difficulté, c'était juste que le fait que la France joue le même jour. Et cette difficulté est atténuée par le fait que nous avons programmé notre match à 17h. Donc tout compte fait, le match sera terminé 2 heures avant le coup d'envoi du match France-Pays-Bas. Je pense que, sauf extraordinaire, nous aurons la chance de pouvoir jouer à Paris pour ce match-là. Babacar, on termine avec le volleyball. Les Lions du Sénégal jouent en ce moment même contre la Tunisie. C'est pour le compte de leur deuxième sortie au tournoi devant permettre aux équipes africaines de se qualifier pour le prochain mondial. Le Sénégal a battu hier les Seychelles sur le score de 3-7-1. Merci Malal.